Au IXe siècle, l'Espagne est une terre de chaos. Au sud, l'émirat de Cordoue rayonne, mais son face se cache une instabilité chronique. Les émirs sont sans cesse aux prises avec des révoltes fratricides et des soulèvements, de Tolède à Séville. Un chaos qui garantit la survie chrétienne. Pendant ce temps, en effet, au nord, le petit royaume des Asturies se forge une carapace. Sous l'inflexible Alphonse II le Chaste, la résistance se mue en ambition de restauration visigothique. Malgré les acéiphas, ces expéditions de terreur lancées chaque année par Cordoue, les chrétiens s'adaptent, excellant dans l'embuscade et la guérilla. Mais en 844, la légende prend le pas sur l'histoire. Au milieu d'une guerre quasi perpétuelle, le mythe fondateur du vœu de Saint Jacques apparaît, transformant cette lutte en croisade divine. La Reconquista n'est plus seulement une lutte pour la survie, c'est une mission sacrée, cimentée par la foi en un saint cavalier venu du ciel. À la conquête de l'histoire. Nous sommes à la fin du 8e siècle. Au nord de l'Ibérie, le petit royaume des Asturies est le dernier rempart de la chrétienté, un foyer de résistance précaire. Mais l'année 791 s'ouvre sur une menace existentielle. Le roi, Bermude Ier, règne à Oviedo, mais son pouvoir est fragile. Face à lui, à Cordoue, l'émir Hicham Ier ne le voit pas comme un simple voisin, mais comme une nuisance à éradiquer. Hicham le décide, il faut porter un coup fatal au cœur de la résistance chrétienne. Au printemps 791, l'Espagne bascule dans la terreur. Hicham Ier lance non pas une, mais 2 expéditions musulmanes coordonnées pour frapper simultanément. La première, menée par Abu Uthman, est une lame de fond qui dévaste l'Alava et la Castille. La seconde, sous la direction de Youssouf, s'enfonce en Galice, laissant derrière elle une traînée de ravages. Youssouf remonte ensuite vers le nord. Le roi Bermude tente l'impossible. Il lui barre la route à la confluence des rivières Valcarcel et Bourbia. L'affrontement est brutal, l'échec est cuisant. À Bourbia, le roi asturien est écrasé. Bermude Ier est un homme lucide. Face à cette défaite sans appel, et pressentant l'annonce d'une guerre sans merci, il prend une décision extraordinaire, l'abdication. En septembre 791, il cède sa couronne au jeune Alphonse, fils de Fruela Ier, petit-fils d'Alphonse Ier. À seulement 20 ans, le 14 septembre 791, Alphonse II est couronné roi, jeté immédiatement dans l'épreuve du feu. Le nouveau monarque n'a aucun répit. Dès 792, une nouvelle armée musulmane ravage la Lava. Mais c'est l'année 794 qui va écrire l'avenir de l'Espagne. Hicham Ier, agacé par les avancées franques au nord des Pyrénées, réagit avec une offensive majeure contre les Asturies. Abd al-Karim dévaste la Lava, tandis qu'Abd al-Malik, le propre frère de l'émir, pénètre au cœur du royaume par la voie romaine du port de la Messa. Le succès initial est spectaculaire pour les forces de Cordoue. Abd al-Malik prend la capitale, Oviedo. Il la pille, la ravage, détruit les églises symboliques avant d'entamer son retour, confiant, certain de son triomphe vers l'Andalousie. Mais Alphonse II n'a pas capitulé. Il connaît son territoire comme personne. Le jeune roi asturien devance l'ennemi par des sentiers secrets et se positionne dans un lieu reculé, Loutos, près de Grados. Là, il révèle son génie tactique. L'endroit est un défilé étroit, un piège parfait entre 2 précipices. C'est ici que se déroule l'une des batailles les plus décisives de la Reconquête. Les troupes régulières musulmanes, l'élite de l'armée, ne peuvent manœuvrer.
Leurs puissants cavaliers sont contraints d'avancer en file serré, devenant des cibles faciles pour les archers asturiens. L'armée musulmane est écrasée. Abd al-Malik périt probablement dans la bataille, et seuls quelques survivants parviennent à regagner l'Andalousie. Mais cette humiliation n'est pas suffisante pour décourager Hicham Ier, qui exige sa revanche. En 795, il envoie une armée commandée par Abd al-Karim ben Bougaït, le vainqueur d'Alava, foncer avec des milliers de cavaliers sur le royaume des Astures. Alphonse II modifie sa stratégie, il accepte la bataille en race campagne dans la région de l'Asbabias, tout en planifiant une retraite par les cols de montagne. Le 18 septembre 795, Alphonse subit une lourde défaite et doit battre en retraite par le col de Ventana. Pour sauver le gros de ses forces, il fait un sacrifice terrible. Il engage un détachement de cavaliers sous les ordres de Gadachara, qui se fait anéantir pour freiner Abd al-Karim. Malgré ce revers tactique, la résistance chrétienne est remarquable. Les musulmans perdent de précieuses heures à lancer la poursuite, permettant au roi de s'échapper. Plus significatif encore, une deuxième colonne qui avait envahi la Galice subit à son tour une défaite cuisante lors de son retour. Alphonse II comprend qu'il doit sécuriser des alliés. Il se tourne vers Charlemagne, alors au sommet de sa puissance. Quand Hicham Ier meurt en 796, son successeur, Al-Hakam Ier, maintient la pression. Une nouvelle expédition est lancée, mais les chrétiens lui tendent une embuscade en Cantabrie. Le général musulman, averti in extremis, lève le camp en catastrophe, abandonnant sa riche tente. Alphonse II s'empare de ce trophée qu'il envoie comme présent à Charlemagne pour cimenter leur alliance. Puis, en 798, Alphonse démontre la renaissance spectaculaire de sa puissance par un coup d'éclat audacieux. Il traverse les frontières de son royaume, pénètre des centaines de kilomètres en territoire ennemi et apparaît inopinément devant Lisbonne. Il la prend d'assaut, la pille et regagne ses terres avec un butin considérable. Les Asturies non seulement survivent, mais osent l'offensive lointaine. Suite à ça, les victoires s'enchaînent. Les chrétiens surprennent une armée musulmane au Conchas de Vitoria en 801. En 805, ils vainquent une nouvelle expédition dans le Val de Pisuerga. Cette nouvelle force permet à Alphonse II de mener une nouvelle offensive en 809 jusqu'aux rives du Henares. Vers 813 survient l'événement capital, le pilier spirituel de l'Espagne à venir, la découverte du tombeau de Saint Jacques le Majeur en Galice. Que la trouvaille soit authentique ou non, son effet est immédiat et colossal. Elle galvanise le monde chrétien. Elle soude la lutte contre l'islam autour du culte jacobéen, donnant un sens transcendant à cette reconquête. Pendant ce temps, l'alliance franco-asturienne prend forme. En 812, Louis le Pieux, fils de Charlemagne, occupe Pampelune. En 816, Al-Hakam Ier riposte en envoyant Abd al-Karim, le vainqueur de 795, contre le point de jonction entre les Francs et les Asturiens. Une coalition chrétienne hétéroclite lui barre la route. Le 25 mai 816, la bataille de Pancorbo s'engage. Le combat est terrible, les chrétiens subissent d'énormes pertes, mais les Arabes, trop affaiblis, rebroussent chemin. Affaiblis, les Francs ne peuvent empêcher une révolte, qui place Eneko Arista à la tête de Pampelune, préfigurant le futur royaume de Navarre. L'alliance entre les Astures et les Francs, malgré tout, transforme l'équilibre des forces. La pression constante des Francs à l'est, qui consolide la marche hispanique en Catalogne, contraint les musulmans à diviser leurs forces, soulageant d'autant les Asturies. En 822, Al-Hakam Ier meurt. Son successeur, Abd al-Rahman II, reprend la stratégie de la terreur. En 825, il lance l'attaque la plus importante du règne, une offensive de grande envergure contre l'indomptable royaume du Nord, depuis 3 directions différentes. Alphonse II prend une décision audacieuse. Laisser les Basques se défendre seuls et concentrer son effort sur les terres les plus vulnérables, la Galice.
Les forces musulmanes qui envahissent la Galice sont divisées en deux colonnes, commandées par deux frères, Malik et Al-Abbas. La stratégie d'Alphonse, elle, est parfaite. Il rassemble des forces suffisantes pour s'opposer aux deux colonnes simultanément, les battant l'une après l'autre, à près de 150 km de distance. Ces doubles victoires de 825 marquent l'apogée du règne d'Alphonse II. À partir de là et jusqu'à sa mort en 842, les attaques sarrasines continuent. Si certaines connaissent un succès relatif, elles ne représenteront jamais plus un danger grave pour l'existence du royaume asturien. Le petit embryon de l'Espagne chrétienne, forgé par le génie tactique d'Alphonse II et galvanisé par l'esprit de Saint Jacques, a définitivement survécu à sa plus terrible épreuve. L'année 842 marque donc la fin d'une ère. Alphonse II le Chaste rend l'âme après 50 ans de règne. N'ayant pas d'héritier direct, il désigne son cousin Ramire comme successeur. Ce dernier, s'il doit faire face à quelques remous lors de sa prise de pouvoir, révèle rapidement une poigne de fer. Son règne est celui d'un homme au tempérament inflexible. Il se retrouve immédiatement confronté à une nouvelle menace, cette fois-ci venue du nord. En août 844, les Normands débarquent, pillent Riron, puis s'attaquent à La Corogne. Ramire réagit avec une rapidité foudroyante. Ses contres poussent les envahisseurs, qui doivent abandonner 70 de leurs navires incendiés sur les côtes galiciennes. Profitant des difficultés de Cordoue, le roi tente alors une expédition audacieuse. Il franchit la cordillère cantabrique et occupe Léon, y installant des colons. C'est la première tentative d'étendre le royaume au sud des montagnes qui le protègent depuis un siècle et demi. Mais l'initiative est prématurée. Dès 846, l'émir Abd al-Rahman II réplique. Les murailles de Léon sont détruites, obligeant les colons à fuir et laissant la cité à nouveau déserte. Ramire Ier, malade, meurt en 850, après seulement 8 ans de règne. Sa fermeté a été décisive. Son fils, Ordonio, lui succède sans opposition, marquant le triomphe définitif du principe héréditaire sur l'ancienne coutume élective. Tandis qu'au nord, le jeune royaume des Asturies se forge une carapace sous l'inflexible Alphonse II, au sud, l'éclat de l'émirat de Cordoue ne suffit pas à masquer une instabilité chronique. C'est cette fragilité structurelle qui garantit la survie du foyer chrétien. À Cordoue, la question successorale est une source permanente de troubles. Contrairement aux monarchies occidentales, l'émir a le choix de son héritier parmi tous ses fils, attisant les rivalités fratricides et les révoltes perpétuelles. En 788, à la mort d'Abd al-Rahman Ier, l'émirat hérite d'un État organisé mais encore fragile. Son successeur, Hicham Ier, doit immédiatement faire face à la sédition de ses propres frères, notamment Sulayman, le puissant gouverneur de Tolède, qui conteste ouvertement sa désignation. Bien que Sulayman finisse par se soumettre, 3 autres rébellions éclatent rapidement à travers le pays. Au milieu de ce chaos, Hicham Ier prend une décision qui va façonner l'identité d'Al-Andalus. Il impose le malékisme comme doctrine officielle. Cette orthodoxie religieuse rigoureuse préserve l'Espagne musulmane des querelles théologiques orientales et transforme le pouvoir en gardien implacable de la pureté doctrinale. Cette relative tranquillité intérieure, acquise par l'autorité religieuse, lui permet de maintenir une pression militaire constante sur les Asturies, bien que sans gain territorial durable. À la mort d'Hicham en 796, son fils Al-Hakam Ier monte sur le trône. Ce prince sportif et poète se révèle énergique, mais manque cruellement de chance à ses débuts. Dès 797, ses oncles, Abdallah et Sulayman, lui disputent la couronne. Le premier tente de soulever la riche vallée de l'Èbre, tandis que Sulayman le combat durant 2 années autour de Mérida. Ces querelles familiales sont un signal pour tous les rebelles. En 798, Baloul ben Marzouk s'empare de Saragosse, Tolède gronde, et les Pamplonais assassinent le gouverneur omeyyade. L'émirat est paralysé. C'est le moment qu'Alphonse II choisit pour lancer son incursion audacieuse sur Lisbonne,
tandis que les Francs progressent jusqu'au Sègre et finissent par assiéger et prendre Barcelone en 801. Incapable de répondre à toutes les menaces, Al-Hakam concentre ses forces contre Baloul. Quand il tente d'envahir les Asturies en septembre 801, son armée est surprise et massacrée au Conchas de Vitoria par les chrétiens. Les révoltes et les répressions s'enchaînent alors impitoyablement. En 805, des conspirateurs cordouans sont crucifiés. L'année suivante, une manifestation de rue fait peupler de croix les rives du Guadalquivir. La sinistre journée du Fossé à Tolède voit des centaines de patriciens massacrés. Un spectacle si traumatisant qu'il laissera un tic nerveux à vie au futur Abd al-Rahman II, alors adolescent. Le point culminant de l'instabilité est atteint en 818, avec le soulèvement du faubourg de Secunda à Cordoue. Une révolte fiscale qui manque de renverser Al-Hakam. La répression est féroce, exécution de masse, destruction totale du quartier et exil de milliers d'habitants. Cette instabilité chronique permet aux chrétiens de souffler et même de contre-attaquer, comme lors de l'incursion d'Alphonse II jusqu'au Hénarès en 809. Quand Al-Hakam meurt en 822, toute l'Espagne est soulagée de ne plus avoir à subir le joug de ce prince cruel. 2 jours après la mort de son père, Abd al-Rahman II monte sur le trône. Ce prince, dévot, cultivé, poète et fastueux, hérite d'un pays apaisé par les méthodes brutales de son prédécesseur. Il incarne le prince libéral qui vient jouir de la paix préparée par un père cruel. En 825, il lance la plus formidable campagne de son règne contre les chrétiens, avec, on l'a vu, un double assaut sur la Galice, qui se soldera par un désastre total. Plus grave encore, les problèmes internes d'Al-Andalus provoquent une trêve forcée de 12 ans, pendant laquelle les terres chrétiennes échappent aux attaques. Pendant cette période, Murcie, Tolède, Mérida et Saragosse se soulèvent successivement, forçant l'émir à combattre des rebelles. À Cordoue, même la population mozarabe, qui est chrétienne, déclenche un mouvement de martyrs volontaires sans précédent, exacerbant les tensions religieuses. Ce ne sera qu'en 838 qu'Abd al-Rahman II pourra reprendre la guerre contre Alphonse II. Mais ces expéditions ne représentent désormais plus un danger existentiel pour le royaume asturien. Un nouveau péril, en revanche, venu du nord lointain, surgit alors, les Normands. Ces redoutables guerriers nordiques, après avoir été repoussés des côtes asturiennes par Ramire Ier, descendent vers le sud. Après une tentative ratée sur Lisbonne, ils s'emparent de Cadiz, puis remontent le Guadalquivir. Début octobre 844, ils apparaissent devant Séville, qu'ils prennent d'assaut. Le sac de la ville est une catastrophe. Pillage systématique, incendie de la grande mosquée et massacre de la population. La réaction d'Abd al-Rahman II est rapide et brutale. Il mobilise des troupes de toutes les provinces. Le 11 novembre, à Tablada, cette coalition écrase les envahisseurs. 1500 Normands périssent, 400 sont exécutés et 30 navires sont incendiés. Les survivants fuient, abandonnant définitivement les côtes espagnoles. Mais malgré cette victoire éclatante, les dernières années du règne sont minées par les révoltes continues des familles puissantes. Ces troubles incessants empêchent l'émir de concentrer son attention sur le nord, offrant un répit salvateur aux chrétiens du royaume asturien. On le voit donc, au IXe siècle, l'Espagne vit au rythme d'une guerre quasi perpétuelle qui façonne les terres et les légendes. Cette lutte, entre musulmans et chrétiens, est un ballet stratégique où la survie dépend de l'anticipation et de l'adaptation. Chaque année, l'arrivée du printemps ou du début de l'été sonne l'heure des Aïséifas, ces expéditions militaires lancées par l'émir de Cordoue pour terroriser le nord. Ces campagnes ne sont pas improvisées, elles sont méticuleusement préparées avec une revue des troupes, par l'émir lui-même. Le départ est un rituel solennel. Dans la grande mosquée de Cordoue, le nouage des bannières mêle prière et préparatifs militaires, sanctifiant l'offensive. Face à cette supériorité militaire musulmane, les royaumes chrétiens adoptent une stratégie défensive sophistiquée. Quand une région subit une attaque, un système d'alerte pyramidal,
l'Apellido, mobilise non seulement la zone menacée, mais aussi les forces des nobles et comtes voisins. Cette organisation garantit une réaction rapide, même en cas de défaillance. Comme leurs ennemis, les chrétiens ne partent jamais sans une bénédiction divine donnée dans la principale église du royaume. L'armée chrétienne, encore trop faible pour le combat en bataille rangée, où elle subit le plus souvent des défaites cuisantes, excelle dans la guerre asymétrique et l'embuscade. Leur moment favori est le repli des troupes musulmanes. Chargées de butin, fatiguées et relâchées par le succès, ces dernières deviennent vulnérables. Cette infériorité numérique a poussé les Asturies à développer un système de renseignement primitif mais efficace. La stratégie est de laisser l'ennemi pénétrer profondément en territoire chrétien pour identifier précisément leurs objectifs et leurs itinéraires. Ces informations permettent de couper la route aux soldats musulmans en des points du terrain soigneusement choisis, les piégeant à l'aller ou de préférence au retour quand ils sont le plus vulnérables. Au milieu du XIIe siècle, une légende est mise à l'écrit qui va transformer à jamais l'identité guerrière de l'Espagne chrétienne. Un chanoine de Compostelle, Pedro Marcio, prétend alors avoir copié un document fondateur, le vœu de Saint Jacques. Ce vœu aurait été établi par le roi Ramire Ier des Asturies lui-même, en remerciement d'une victoire divine. Selon ce récit légendaire, Ramire Ier rassemble une armée et se dirige vers Albelda, en Rioja. Mais le premier affrontement tourne au désastre pour les chrétiens. Le roi ordonne alors une retraite précipitée vers une colline isolée, Clavijo. C'est là, dans ce refuge précaire, que se produit l'événement le plus célèbre de la légende. Durant la nuit, le roi a une vision miraculeuse. Saint Jacques apôtre lui apparaît en songe. Le saint lui assure qu'il vaincra la multitude ennemie le lendemain, car il apparaîtra lui-même dans le ciel au moment de la bataille. Il sera vêtu de blanc, monté sur un cheval blanc et brandissant un étendard immaculé. Le 23 mai 844, la bataille se déroule comme prédit. Les troupes chrétiennes écrasent les musulmans grâce à cette intervention divine. Dès ce jour, l'apôtre est adopté comme protecteur militaire, et les armées espagnoles s'élancent au combat avec l'invocation « Santiago hiciera España », ce qui en substance veut dire « En avant avec Saint Jacques » ou « Avec Saint Jacques, frappons ». Jusqu'à l'époque moderne des tercios de Flandre aux conquistadors d'Amérique, tous les soldats espagnols invoqueront le nom de Saint Jacques au combat. L'historien Sánchez Albornoz a cependant démonté impitoyablement ce mythe. Historiquement, Ramire Ier n'a pas combattu à Clavijo en 844. La victoire chrétienne fondatrice contre le gouvernement de Saragosse se déroule en réalité à la bataille d'Albelda en 859, sous le règne d'Ordonio Ier. C'est sur la base de cette victoire bien réelle que la légende de Clavijo a été forgée. Pourquoi cette invention ? Les raisons sont probablement économiques. Au Moyen Âge, les rois honoraient leur victoire par des donations substantielles aux sièges épiscopaux. Il est probable qu'un don fut fait à Compostelle sans documentation. Plus tard, pour continuer à percevoir ses revenus, le chanoine Marcio aurait fabriqué un faux document, créant une histoire qui allait acquérir une vie propre et cimenter l'idéologie de la reconquête. On l'a déjà mentionné, mais le royaume asturien n'est pas le seul à s'opposer aux musulmans. Au début du IXe siècle, la péninsule ibérique voit les différents noyaux de résistance chrétienne dans les montagnes septentrionales révéler leur caractère distinct. Les Asturies, nées comme le prolongement de l'ancienne monarchie wisigothique, ont une ambition claire, la restaurer dans son ensemble. Leurs rois se perçoivent comme les héritiers légitimes et prétendent exercer un rôle directeur sur tous les autres noyaux chrétiens. C'est le rêve d'une unité péninsulaire, portée par la tradition. La reconquête le long de la chaîne pyrénéenne suit un tout autre chemin. Elle se fait par des avancées discrètes, sans bataille retentissante,
mais crée de nouvelles entités politiques aux identités bien marquées. La Navarre, tout d'abord, qui se trouve dans les Pyrénées occidentales, où la population vasco-navarraise, protégée par des sommets difficilement accessibles, est généralement hostile aux Francs et cherche à maintenir son autonomie et sa séparation. L'Aragon, ensuite, dont le territoire se définit dès le départ par l'isolement et la réclusion, et la Catalogne, enfin, où les Catalans entretiennent des relations constantes avec les puissants Francs. Mais malgré leur résistance, ces pouvoirs naissants et divisés sont insuffisants pour freiner les offensives musulmanes périodiques vers le sud de la Gaule. Charlemagne, préoccupé par la sécurité de sa frontière, décide alors d'étendre ses domaines en Espagne pour créer une marche avancée. La prédisposition catalane envers les Francs, peut-être forcée par le passage habituel des armées musulmanes, fait de ce territoire le cadre physique de la Marca Hispanica. L'organisation du comté de Barcelone et son regroupement militaire avec les autres comtés carolingiens constituent cette zone frontalière, ce canton militaire avancé de l'Empire franc. La Navarre, elle, est un territoire à l'équilibre précaire. Théoriquement englobée dans le royaume d'Aquitaine créé par Charlemagne en 781, cette intégration reste illusoire, car la vallée de l'Èbre est dominée par Cordoue. Le pouvoir y est partagé entre deux familles, les Arista à Pampelune et les Banu Cassi dans la vallée de l'Èbre. Les Banu Cassi descendent d'un comte wisigoth qui a embrassé l'islam, créant une puissante famille de nobles musulmans. L'alliance entre les familles chrétiennes Arista et musulmanes Banu Cassi, qui partagent des ancêtres communs, crée une situation unique. Elle permet à la Navarre de limiter l'influence franque tout en bénéficiant de l'effet d'écran offert par les Banu Cassi contre la domination de Cordoue. Cependant, Pampelune se déchire entre une faction favorable à l'alliance carolingienne et une autre respectueuse des pactes avec l'émir. L'affrontement décisif survient en 824, lors de la seconde bataille de Roncevaux. Cette embuscade, tendue par les Navarrais aidés par les Banu Cassi aux armées de Louis le Pieux, scelle l'indépendance du petit royaume de Pampelune. Tous ces royaumes chrétiens, tantôt alliés, tantôt ennemis, vont jouer un rôle majeur dans la Reconquista qui va bientôt s'accélérer. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pensez à faire un tour sur mon Patreon ou à devenir membre YouTube. Ça m'aide énormément à produire de nouvelles vidéos, et en échange, vous débloquerez du contenu exclusif. Tous les liens sont dans la description. À bientôt pour le prochain épisode.